Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à écouter ce podcast. Merci aussi à ceux qui me font des retours, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie et de motivation pour le continuer. Si vous voulez m'aider, la chose la plus importante que vous pouvez faire, c'est partager ce podcast, ou même encore mieux, je pense, certains épisodes spécifiques à des amis, à des proches, ou même sur les réseaux sociaux. Et si chacun d'entre vous fait ça, on fait grandir la communauté, on fait grandir l'impact du podcast. Et moi, ça me permettra aussi d'aller chercher des sponsors pour investir dans du matos, pour investir dans des outils, et globalement pour vous proposer des épisodes d'encore meilleure qualité. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci. Je sais que votre temps est précieux. C'est dur de vous présenter, mais j'ai essayé. En fait, je me suis basé sur votre site internet. Je me suis dit que c'est le plus simple. Donc, vous êtes scientifique, vous êtes ingénieur, polytechnicien, vous êtes un doctorat en économie, même si vous reniez un peu cette science. Vous êtes également conseiller d'État, fondateur de plusieurs institutions, auteur de presque 100 livres, chef d'orchestre. Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à avoir ces multiples vies? Ce que je retiens de mon enfance, c'est la curiosité, l'énergie, la niaque. C'est l'exigence morale de mes parents. C'est la passion de la lecture et de l'apprentissage. Les livres. Mon enfance, c'est des livres et de la musique et des bonnes valeurs. Voilà. Cette niaque, c'est vous qui l'aviez en vous? C'est vos parents qui vous l'ont transmis, cette énergie? Je ne sais pas. Je crois pas du tout au QI. Je crois que c'est une notion stupide. Ouais. Par contre, je crois que la niaque est une qualité fondamentale. Je crois qu'il y a deux sortes de niaque. Il y a la niaque qui vient d'un projet. On avait envie de réussir à quelque chose. Et il y a la niaque qui vient de la peur d'échouer. Vous avez peur de ce que vous pourriez devenir sans la niaque. Moi, j'avais les deux. J'avais la niaque d'un projet et j'avais la niaque de la peur aussi. Vous l'avez Ça encore? se cultive, oui. Vous l'avez encore, cette peur d'échouer? Cette peur d'échouer, oui, tout le temps. Malgré ce que vous m'aviez dit, nous, quand on avait arrêté l'aventure, et puis là, vous m'avez dit, vous avez 24 heures pour vous. Vous avez droit à 24 heures, vous avez courage. Exactement. Donc en fait, si on parle de ça, là, l'échec n'est pas si grave quand on se dit que c'est... Exactement. C'est pas grave, mais je fais quand même attention, éviter d'échouer, même s'il faut prendre des risques. Je veux bien vous croire. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir plus tôt sur la vie? J'ai eu beaucoup de chance de passer à travers beaucoup de gouttes, de vivre à une époque où les choses étaient faciles, de faire des études faciles, ou plutôt facilement. Peut-être que j'aurais voulu avoir plus vite conscience des privilèges que j'avais. Ça me paraissait tellement naturel. C'est tout. Il y a rien que j'aurais voulu savoir plus tôt. Je vous remercie. Est-ce que vous vous levez aujourd'hui pour la même raison que vous vous leviez au début de votre carrière? J'aime pas le mot carrière, mais je me lève toujours avec la passion pour ce qui vient, l'envie de faire des choses, le désir d'être utile. C'est toujours ça qui a motivé ma vie, être utile. Et être utile en écrivant, en transmettant, en enseignant, en cherchant, en trouvant des choses nouvelles. Chercher des choses nouvelles, c'est la clé de tout. Maintenant, tous les matins, je me lève avec cette même passion. Oui. Et être utile, ça vous rend heureux selon vous? Enfin, ça rend heureux selon vous? Le bonheur n'a jamais été une ambition pour moi, ni un objectif. Je n'ai jamais cherché à être heureux. Je pense que si on était sur Terre pour être heureux, autant ne pas être sur Terre. Parce que ça suffit pas comme définition du sens de la vie. On n'est pas sur Terre pour être heureux. En tout cas, pas moi. Je suis sur Terre pour faire en sorte que la
l'humanité survive et découvre un jour pourquoi elle existe. C'est une bonne question. J'ai envie de sauter directement à quasiment la dernière question que j'avais. J'ai vu que vous étiez aussi un passionné de science-fiction, de l'espace, du cosmos. C'est un sujet, moi, qui me fascine également, mais qui peut paraître un peu loin des problématiques qu'on a. Pourquoi, pour vous, c'est important d'étudier toutes les questions liées au cosmos et de transmettre, parce que nous sommes, en conscience de qui nous sommes. La Terre est une planète dans une galaxie d'1 milliard d'étoiles et de plusieurs milliards au moins 1 milliard d'étoiles et plusieurs milliards de planètes. Et il y a sans doute plusieurs milliards de galaxies. Donc il faut relativiser ce qui nous sommes et ce que nous sommes, tenter de faire au mieux avec ça, mais sans cesse essayer de comprendre plus grand que nous. C'est l'importance de voir plus grand et de comprendre qu'on est finalement... Oui. Est-ce que vous imaginez un jour rencontrer... Est-ce que vous pensez qu'on rencontrerait une civilisation extraterrestre? J'en suis certain. Okay. Elle existe, c'est certain. Il y a des tas de recherches très sérieuses. Il y a la célèbre équation de Drake qui montre que la probabilité qu'il existe des civilisations extérieures est certaine. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas envie de nous voir parce qu'ils sont sages. C'est la forêt sombre. Voilà, c'est la forêt sombre du problème des 3 corps. Ouais. Je suis en train de finir, qui est... Le 3 tomes. Ouais. J'en suis au 2e. Ouais. Donc on parlait du livre Devenir soi au début, ça veut dire quoi pour vous, devenir soi? Et pourquoi c'est si important? Parce qu'on vit qu'une seule fois, autant chercher pourquoi on est là. C'est intéressant. Et comment... Et créer les conditions pour être là de la meilleure façon possible. Pour moi, ça veut dire se respecter, trouver son unicité, se respecter. Toute une série de conditions qui fait qu'on peut trouver ce pourquoi on est là, et on peut être là pour plusieurs raisons, devenir soi de plusieurs façons, en même temps ou successivement. Et on peut pas devenir soi sans être utile aux autres. Ouais. D'accord. J'avais beaucoup de questions sur le monde d'emploi, mais je vais essayer de la résumer à une seule. On est dans l'ordre marchand, qui est finalement ce qu'on pourrait appeler le capitalisme aujourd'hui, peut-être. C'est pareil. C'est pareil. Cet ordre marchand, il transforme tout ce qui est des biens collectifs, des biens gratuits, en des services, en des choses privées. Il artificialise tout ça. On comprend que c'est une des raisons... On comprend que c'est une des raisons, des choses qui détruit notre planète, qui nous emploie. Vous parlez de l'économie, de la vie et de la mort. Comment est-ce qu'on garde espoir de contrebalancer la balance et de passer dans un monde plus où l'économie de la vie est supérieure, alors que on a l'impression que l'égoïsme humain, je trouve plus le mot français, mais on est greedy par essence, quoi. Et oui. Comment est-ce que vous gardez espoir là-dedans? Je ne garde pas d'espoir, je travaille, j'ai formulé ce concept d'économie de la vie, j'essaie de travailler à l'idée de savoir comment on fait pour transformer notre monde en un monde d'économie de la vie. C'est pas simple, ni à l'échelle d'une personne, ni à l'échelle d'une entreprise, ni à l'échelle d'un pays, ni à l'échelle du monde. Mais si on bascule pas dans l'économie de la vie, l'espèce humaine disparaîtra. Et vous décrivez des scénarios où elle disparaît pas, en fait, où il y a quand même des ultra riches qui dominent et qui sont entre guillemets heureux et provisoirement. Provisoirement. À long terme, c'est pas provisoirement tout ça disparaîtra. D'accord. Les ultra riches disparaîtront, peut-être les derniers, mais ils disparaîtront aussi. on le souhaite pas. Donc on comprend qu'il faut sortir de cette frénésie, cette abondance, cette quête, je pense, j'ai l'impression qu'on est tous conscients et pourtant les choses ne bougent pas assez vite. Quel est le rôle de l'individu dans tout ça? On a le rôle de l'entreprise qui est assez clair. L'individu, il est tout, il est électeur, il est consommateur, il est travailleur, il est épargnant, il est membre d'une famille, il est enfant, il est parent, il a 1000 rôles possibles. Okay. Il doit basculer dans l'économie de la vie dans toutes ses dimensions. Il doit travailler dans l'entreprise de l'économie de la vie, il doit consommer des produits de l'économie de la vie, il doit utiliser son épargne dans l'économie de la vie, il doit voter pour les partis de l'économie de la vie, il doit être dans des associations d'économie de la vie. Chacun peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je sais aussi que l'éducation est un sujet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui manque dans notre éducation, je veux dire française, mais en fait, quel genre de choses Ce qui nous manque surtout, c'est l'éducation à la curiosité et à la coopération. Ouais. Ça commence à changer un peu, mais on apprend et non pas on apprend à apprendre. De toute façon, l'éducation, elle va être tout au long de la vie, donc il faut
se nourrir d'une envie de savoir, d'apprendre tout le temps. Le savoir n'est plus du tout une seule fois, il est tout le temps. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est bon, on en parlait avec un ami il y a quelques jours. À quel sujet, c'est un peu, je tourne peut-être un peu en boucle, mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous auriez aimé découvrir plus tôt, peut-être vous intéresser Peut-être que j'ai mis un peu trop de temps à m'intéresser à l'écologie, même si j'en ai parlé un peu, va très vite, puisque dans un de mes tout premiers livres, il y a un chapitre entier sur l'écologie, dans l'anti-économique. Mmh. Mais j'aurais peut-être dû... Je regrette d'avoir mis tellement de temps à arriver au concept d'économie de la vie. Personne ne l'a fait avant moi, mais j'aurais voulu le faire plus tôt. Et avoir davantage de temps devant moi pour le mettre en œuvre. Voilà. On prendra le flambeau. Pour dépasser... on a l'impression que l'individualisme est un peu érigé en socle, et une valeur aujourd'hui qui est non seulement une bonne valeur quasiment dans le monde, alors que pourtant on sait, quand on s'intéresse un peu à la philosophie, à la spiritualité, on voit que c'est pas ça. Moi je trouve qu'une des difficultés c'est de cultiver l'amour qu'on peut avoir pour son prochain, aussi c'est pas l'amour, l'empathie. Est-ce que vous cultivez ça, vous? Oui, c'est ce que j'appelle l'altruisme, ou l'altruisme intéressé, parce qu'on a intérêt à être altruiste. L'altruisme, en particulier l'altruisme en faveur des générations futures, c'est la clé de tout. Mmh. Il faut être altruiste en faveur des générations futures, c'est ça qui rend possible, justifie l'économie de la vie. Elle est dans l'intérêt des générations futures. Ouais, je comprends le concept, et je pense qu'on l'intègre, mais moi, dans la vie de tous les jours, j'aimerais bien suivre l'adage aime ton prochain comme toi-même, vraiment, et l'avoir ancré dans ma... Et néanmoins, parfois je suis en colère, parfois je juge, parfois des gens dans la rue, alors que il y a ma voix profonde qui me dit non, mais c'est des êtres humains comme toi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut pas se mettre en colère. Et comment se mettre en colère, qui m'arrive aussi comme à tout le monde, ça sert à rien. Ça sert encore moins de critiquer, d'insulter, de dire des mots méchants, ça sert à rien. Et donc ma question c'est, maintenant qu'on en est conscient, comment on arrive à limiter cette petite voix qui nous pousse à ça? Est-ce que vous avez... Diderot avait une bonne méthode. Quand il était très fâché contre quelqu'un, il écrivait une lettre très méchante. Et il l'envoyait pas. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, je la note. Comment vous êtes un fan de science-fiction? C'est une question que je posais, mais que je pose de moins en moins parce qu'elle est peut-être un peu abstraite. Comment vous voyez la civilisation humaine dans 1000 ans? Peut-être comment vous la voyez de façon utopique? D'abord, j'espère que dans 1000 ans, elle sera encore là. Et elle est encore là. Ensuite, je pense qu'elle aura basculé, si elle est encore là, entièrement dans un univers de l'esprit. On sera beaucoup moins nombreux. Et on sera entièrement dans des activités intellectuelles. Le matériel sera assuré par des machines ou des soi-disant intelligences artificielles, en tout cas des robots. Et on sera dans des activités de recherche pure. Donc de créativité ou simplement de la réflexion? Il y aura méditation, créativité, recherche, parce que même dans 1000 ans, il y aura millions de problèmes qu'on aura résolus. J'espère, ça restera la science un peu excitante. Merci beaucoup, Jacques Attali. Merci, j'étais ravi de faire ça avec vous. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!